Du coup, pour commencer, donc, effectivement, j'ai créé Meraki, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, je m'appelle Barbara, enchantée. Je suis CEO et CPO de Meraki, qui est une EdTech dans le Product Management. Et je suis aussi donc, la Headmaster de la formation produit. Pour commencer, je vais vous parler un peu de mon parcours produit. Donc, c'est un peu ma vie, mon œuvre, mon produit. Je suis tombée dans le produit complètement par hasard, comme la plupart des product managers en France. J'ai travaillé chez voyagesncf.com, vous savez, là où vous prenez les petits billets de train. Voilà. Je travaillais sur le calendrier des prix. Donc, c'est quand vous cherchez le meilleur prix dans un mois. Voilà. Donc, j'étais product manager sur ce sujet pendant à peu près 4 ans. Et on a créé en fait le premier produit basé sur du machine learning et, attention gros mots, du big data. Mais c'était en 2012. Donc en 2012, c'était vraiment très nouveau. Personne ne savait exactement la puissance que ça pouvait avoir. Et on a commencé par ce qu'on appelle un petit POC. Donc c'est un Proof of Concept. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. On se donne 6 mois pour tester. Et puisque ça a marché, on l'a industrialisé. Et c'est comme ça que je suis passée de chef de projet innovation à product owner, puis product manager, quand on a industrialisé dans le département produit. Ensuite, j'ai travaillé donc, chez Roger Voice. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Roger That. Roger Voice, c'est une application qui permet aux personnes sourdes de téléphoner grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de transcrire en temps réel vos propos. Et la personne malentendante ou sourde, elle va lire ce que vous dites. On y reviendra aussi plus tard sur ce produit. Et à la suite de Roger Voice, j'ai eu la chance de travailler chez Shopify. Vous connaissez Shopify ? Voilà, donc je suis partie chez nos cousins les Canadiens, qui sont fort sympathiques et qui sont très bons en produits, parce qu'ils sont bien aidés par la Silicon Valley et toute l'éducation qu'il y a dans la Silicon Valley. Et donc j'étais Country Product Manager pour la France, puisque le Shopify en fait se lançait en France et donc il fallait adapter, localiser le produit de nos chers cousins canadiens à la culture française et aux lois françaises qui sont un peu différentes. Et après Shopify, donc j'ai lancé Meraki parce que en fait en allant aux États-Unis et au Canada, je me suis rendu compte que eux en fait ils tombaient pas dans le produit par hasard. Donc moi ça faisait déjà 7 ans que j'étais product manager. J'avais jamais eu aucune école, aucune formation. Et quand j'arrive à Shopify, on est entre 500 et 1000 PM. Donc c'est at scale. Et en fait, je me rends compte que tous, ils ont eu des bootcamps, où ils ont rencontré des product managers chez Slack, Facebook, Google. Donc il y a eu un échange en fait entre product managers seniors et ceux qui rentrent sur le métier. Et moi, je me suis dit, il y a 7 ans, j'aurais adoré avoir ça parce que j'ai fait beaucoup de conneries, en fait. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Ce que je voudrais vous transmettre ce soir, avant l'apéro, c'est 3 choses. Il n'y a que 3 choses à retenir vraiment dans 1 heure. Si vous pouvez retenir que ça, je serais super heureuse. Donc, la première, c'est qu'on va voir ensemble les fondamentaux produits. Parce qu'en France, il n'y a pas encore vraiment de standard sur le product management. Tout le monde fait un peu à sa sauce. Donc là, je vous propose de vous donner quelque chose de plus standard. Ensuite, vous allez découvrir qu'en fait, le product manager, c'est un vrai métier. C'est un métier passionnant et accessible à tous. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Enfin, c'est un savoir et c'est un savoir-faire qui s'acquiert, mais surtout qui se pratique. Voilà, donc c'est parti, on va sur les fondamentaux du produit. Donc je vous propose de commencer par une battle produit. Est-ce que quelqu'un peut me définir qu'est-ce qu'un produit ? Gros blanc, voilà, merci. Attends, je garde ce blanc, c'est une réponse. Acceptons, tu vois, il faut accepter. Du coup, moi, je me suis dit, je pense que aussi je vais avoir un gros blanc. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous raconter une histoire, parce qu'en fait, finalement, un produit, ça commence toujours avec une histoire, et puis tout de suite, un problème. Donc, il y a 1 mois, je devais partir en Europe, au Portugal, et je me rends compte que ma chère carte d'identité, elle est périmée. Je me dis, mince, il faut absolument que je la refasse vite, le voyage va arriver très vite. Et quand j'arrive en fait sur le site,
Donc il y a un nouveau site, Service Public, qui m'a vendu du rêve. Moi j'ai écrit la carte d'identité en un clic. Je me suis dit, putain, ça y est, la France y est, on y est. Et donc je vois mes démarches à portée de clic, simplifier les démarches pour les usagers. Moi j'y crois. Et grosse déception, je tombe en me loguant sur client A3F7715, etc., etc. Vous savez ce que ça veut dire ? Moi non plus, parce que je ne parle pas machine, en fait. Voilà l'exemple d'un produit qui est un échec. C'est-à-dire que j'ai un problème, j'ai une carte d'identité qui est périmée, je veux sauver ma carte, je veux la renouveler. On me dit, tu vas le faire en un clic et tu auras ta nouvelle carte. Et finalement, je ne peux pas accéder à ce service qui me renouvelle la carte. C'est un fail. Merci l'État. Alors, je vais vous présenter un autre exemple de produit qui est plutôt une réussite. Donc, on vient juste d'en parler, ça s'appelle Roger Voice. Donc, je vais vous présenter Jeff, c'est mon beau-père, il est sourd, donc il n'a jamais appelé de sa vie. Et quand je lui ai dit, ça y est, l'appli, elle marche, qui tu veux appeler ? Il me dit, moi, j'ai jamais commandé de pizza par téléphone et c'est mon rêve. C'est un appel pour une personne sourde et malentendante. D'accord, c'est un appel pour sourds et malentendants. Alors, je vous écoute. Une pizza 3 fromages pour 2 personnes. Oui, alors une pizza 3 fromages pour 2 personnes, avec ceci. Une pizza orientale pour 1 personne. Une pizza orientale pour 1 personne. Ce sera tout ? Oui. Ok, très bien. Et vous quel nom ? Jeff. Ok, et bien on s'appelle ici environ 40 minutes. Merci. Du coup, ça, c'est juste pour vous montrer qu'un produit tech, ça peut changer la vie, vraiment littéralement, de gens. Donc, il y a mon beau-père, mais il y a ma mère aussi qui est sourde. Et du coup, à 60 ans, pour la première fois de sa vie, elle a téléphoné. Et donc, maintenant, aujourd'hui, elle est autonome. Elle peut appeler son médecin, ses copines, sans passer par sa fille. Et ça, c'est cool. Donc, si on doit un peu synthétiser, qu'est-ce qu'un bon produit ? Et je prends tu voulais ajouter quelque chose ? Un problème, on n'entend pas d'ici. Une solution à un problème. Ouais, ça fait partie effectivement de l'équation. Donc en fait, si on peut établir une équation, qu'est-ce qu'un produit ? En fait, il va falloir prendre le client, prendre le marché. Est-ce que vous répondez, est-ce que vous résolvez quelque chose sur le marché ? Et la technologie. Est-ce que grâce à la technologie, vous arrivez à servir un client et un marché ? Tout le monde est OK sur cette définition ? Ouais, ça vous va ? Allez, on la garde. Du coup, si on va un peu plus loin, en fait, la secret sauce pour créer vraiment les bons produits, c'est d'adresser 4 risques. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'usabilité. C'est un peu moche comme nom. En fait, ça veut juste dire que ça soit utilisable par l'utilisateur ou le client. Donc, par exemple, Jeff, il est sourd. Si vous lui donnez WhatsApp ou un téléphone, il ne pourra pas passer un appel parce qu'il ne va pas entendre le son. Par contre, avec Roger Voice, c'est utilisable pour lui parce qu'en fait, il écrit et c'est comme un Siri, une voix qui va parler à sa place. Ensuite, il y a la faisabilité technologique. Il y a 5 ou 6 ans, Roger Voice, ce n'était pas possible techniquement de le faire. Pourquoi ?
parce que en fait, la précision de l'intelligence artificielle n'était pas assez poussée pour pouvoir transcrire le bon mot au bon moment en temps réel quand je parle. Donc imaginez, vous appelez votre médecin et votre médecin répond très bien, nous prenons le rendez-vous du 25 octobre à 17h. Et si toi, dans la conversation, il te manque le 25 octobre ou 17h, la conversation, elle n'a servi à rien. La suite, le troisième, c'est la viabilité du business. C'est-à-dire, quand vous créez un produit, si vous perdez plus d'argent, entre guillemets, que ce qui ne vous rapporte, c'est perdu. Donc, il faut trouver des business models. Ouais, vas-y. Du coup, c'est quoi le business model de Roger? Du coup, merci pour la transition. Un exemple de business model sur Roger Voice, ça va être, il y a deux choses. Il y a le B2C, donc vendre à un Jeff, un client, un particulier. Donc ça va être des forfaits téléphoniques. Donc on a tous un forfait téléphonique. C'est le même système par abonnement. Ensuite, il y a un autre marché qui est ce qu'on appelle le B2B. Donc c'est du business au business. Donc c'est de Roger Voice, par exemple, avec voyagesncf.com, parce qu'on a rendu l'accessibilité quand vous appelez le SAV. Les sourds, maintenant, peuvent aussi appeler pour savoir, voilà, je ne comprends pas mon billet de train ou je voudrais modifier mon train. Et ils ont leur petit Roger qui transcrit. Donc il y a deux business models, un B2B et un B2C. Voilà. Et en fait, même si vous avez ces trois éléments dans votre produit, le quatrième, il est clé, c'est qu'il faut que tous y soient réunis. Si vous en manque un, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, derrière chaque produit incroyable, il y a quelqu'un et il a pour titre le Product Manager. Donc en fait, en start-up, on ne l'entend pas souvent ce titre. Pourquoi ? Parce que le rôle, il va être splitté entre le CEO et le CTO. Et au fur et à mesure où la start-up va grossir, ils auront de moins en moins le temps en fait, d'échanger avec les clients, de comprendre leurs problèmes et de comprendre comment ils répondent et qu'est-ce qu'il faut récupérer dans leur retour client. Et on entend souvent ça. Non, mais ça ne sert à rien en fait, un product guys. Ça, c'est vraiment la vraie vie dans les startups. Ça ne sert à rien, un product guys. Et je peux vous dire, en plus, j'ai un très bon exemple. J'ai Olivier de Women 10 qui est là. Voilà. Et c'est l'exemple parfait Women 10 qui arrive en série B. Ils n'avaient toujours pas de product manager. Donc l'exemple classique français où on n'a pas de product manager jusqu'en série B. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Donc j'ai été faire du coaching chez eux. Et en fait, on se rend compte qu'il manque un lion. Donc on va passer à la deuxième partie, qui est le métier de product manager. Finalement, qu'est-ce que c'est ? Et j'espère que vous allez comprendre que c'est un métier passionnant et maintenant, désormais, c'est accessible. Donc on dit souvent, en fait, le product manager, c'est un chef d'orchestre, dans le sens où si on doit le géolocaliser dans l'entreprise, il va se situer du coup entre l'expérience utilisateur, la tech et le business. Et en fait, c'est un chef d'orchestre parce qu'il va coordonner entre les différents, ce qu'on appelle stakeholders, donc c'est parties prenantes. Et pourquoi c'est un chef d'orchestre ? Est-ce que vous avez déjà vu un chef d'orchestre qui va à la place jouer du tambour, jouer de la clarinette ? Non, le chef d'orchestre, en fait, il connaît exactement le rôle de chacun. Et son rôle, ça va être d'aligner les gens et de faire que le son, soit la musique, soit la plus harmonieuse possible. C'est pareil. Le product manager, en fait, il porte la voix du client, il comprend profondément c'est quoi le problème client, et en fait, il va faire que tout le monde fasse son job de manière harmonieuse, et que quand le client va avoir son expérience client, en fait, ça va être très fluide. On dit souvent c'est sans couture. Donc, en fait, qu'est-ce que garantit un product manager ? En fait, il doit garantir qu'on livre le bon produit à la bonne personne au bon moment. Donc bien sûr qu'il y a le time to market. Si vous mettez trop de temps à sortir un produit de ouf et vos concurrents le sortent avant, c'est perdu. Si vous sortez un produit qui est canon, mais Madame Michu, qui est votre client, ne peut pas l'utiliser, désolé, ce n'est pas un bon produit. Donc ça, c'est beaucoup arrivé dans la Silicon Valley. Ils avaient des ingénieurs incroyables qui ont construit la NASA. Et puis quand vous le donnez
quelqu'un lambda, un Américain lambda, mais il ne peut pas l'utiliser. Et ça, c'est des millions de dollars qui sont perdus parce qu'en fait, on s'est éclaté à faire un truc techniquement incroyable et on n'a pas pensé à mais comment l'utilisateur final il va pouvoir l'utiliser en fait. Donc, c'est vraiment le rôle du product manager et je casse un grand classique que j'ai à chaque fois. Non, le product manager ne manage pas forcément des gens, c'est sûr, mais il manage le produit. Donc, c'est manager l'écosystème pour créer le meilleur produit. Donc, c'est ce qu'on a vu, par exemple, dans plein de startups françaises et même américaines. C'est qu'en fait, quand il n'y a pas de product manager, ça se voit tout de suite parce qu'il y a des trous dans la raquette. Type, vous voyez là, ce qui m'est arrivé avec ma carte de crédit, ma carte d'identité, pardon, je ne l'ai toujours pas refaite en fait. Et donc, le product management, c'est vraiment un métier. Ça s'apprend. Et c'est vrai qu'à Paris, par rapport aux États-Unis, il y a un vrai décalage. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que, en fait, déjà, le product management, c'est une discipline qui est hyper récente. C'est arrivé avec le software. Ensuite, en France, en Europe, il n'y a pas d'école produit. Pour tous ceux qui sont en université, en école de commerce ou ingénieurs, il y a pas, ça n'existe pas l'école produit et ça ne ferait pas sens parce qu'il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, il faut vraiment pratiquer et être assis sur un banc d'école, franchement, ça ne sert à rien. En plus de ça, donc, il y a une vraie méconnaissance du métier de product manager. Je vais vous montrer des exemples. En fait, cette méconnaissance métier, elle est partout. Elle est dans les startups, les CEO, les CPO, elle est les RH. J'ai entendu des trucs incroyables sur mon propre métier. Je me suis dit, waouh, on n'a pas du tout la même vision, etc. Dans les médias, on ne parle que de levée de fonds. Mais derrière une levée de fonds, il faut un produit qui réponde à un vrai problème utilisateur, en fait. Donc, je vais vous montrer des petits exemples super drôles. Ensuite, dans les startups, ça a été par exemple le cas de Women 10, il y avait un besoin critique d'avoir des très bons product managers avec une bonne expérience qui soient capables en fait, de grossir aussi vite que le produit. Parce qu'il y a des produits qui partent à l'international, qui vont de 0 à 1 million de clients. Et donc, il faut pouvoir avoir cette capacité de suivre le produit et de grandir avec, en fait. Et enfin, sur le marché, donc, il y a un goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'il y a énormément de startups qui cherchent des product managers. Et le problème, c'est que sur le marché, il y a beaucoup d'entrants, mais les gens ne sont pas assez qualifiés en termes de savoir et de savoir-faire et d'expérience. Donc là, j'ai un très bon exemple de quelqu'un qui a fait la formation Product Track, Victor, je ne sais pas où il est, voilà. Donc qui est venu faire la formation, il n'a pas d'expérience produit, il sort, il a des entreprises qui vont lui dire t'as pas assez d'expérience. Et il y en a d'autres qui vont voir qu'il a fait une formation produit, qu'en un mois, il a déjà réalisé un produit. Et donc là, il est en entretien chez PayFit, par exemple. Si je dois vous donner un chiffre, quand j'étais aux États-Unis, c'est simple, il y avait un product manager pour 8 développeurs. En Europe, c'est 1 pour 34. Donc il faut vous imaginer, moi, quand je suis chez Shopify, j'ai 8 devs pour moi. Quand je suis ici dans une start-up, j'en ai 34. Donc vous comprenez que la pression de travail, elle n'est pas la même et que du coup, mon rôle devient encore plus critique et ça devient aussi critique pour l'entreprise. Ensuite, si on regarde dans la taille d'un grand groupe, c'est simple, Facebook, Google ou Shopify, il y a plus de 1000 PM. Vous prenez le plus grand groupe européen, il y en a 20. Il y a 20 PM. Enfin, vous voyez un peu ce décalage, et ça, c'est lié à toutes les raisons qu'on a vues précédemment. C'est lié au manque c'est la méconnaissance du métier, la méconnaissance que c'est un nouveau rôle, etc., etc. Et le meilleur pour la fin, je vous invite à faire le jeu des 7 erreurs. Donc ça, je la donne à mes participants en formation. Donc vous voyez quand même que c'est très sérieux, c'est les Échos. Donc c'est pas quand même c'est pas un journal. C'est un journal très sérieux. Il y a une annonce d'un cabinet de recrutement qui est très connu. Je n'ai pas mis le nom pour pas... Voilà. PAE. Donc, ils nous décrivent le product owner ou product manager comme la personne qui doit réaliser un projet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Hein ? Oui. Effectivement, il y a bien une différence entre product owner et product manager.
Mais il faut vous imaginer qu'en fait, un product manager, il a forcément la compétence ou il a la compétence d'un product owner. Un product owner, c'est rattaché à la méthodologie de l'agilité, Scrum. Donc son rôle, son unique rôle, c'est qu'il est responsable de ce qu'on appelle un backlog produit. Donc c'est-à-dire que vous priorisez des fonctionnalités. Et le rôle du product owner, c'est vraiment sa tâche, c'est de dire, tiens, la prochaine fonctionnalité qui doit partir, donc le bon produit à la bonne personne au bon moment, c'est décider quelle fonctionnalité on va rajouter à notre produit pour que ça résolve le problème de notre utilisateur. Ça, c'est le rôle du product owner. Au-dessus de lui, généralement, donc il y a un product manager. Lui, il est capable de faire le job du product owner, mais en général, c'est lui qui va définir la stratégie de la boîte, la stratégie du produit, où le produit doit aller de janvier à... Allez, ça dépend. Parfois, ils font 3, 6, 9 en termes de visibilité. Pour les startups, en général, c'est à 3 mois. Donc c'est vraiment c'est comme si on était sur un bateau. Je prends une carte au trésor et je vous dis, les gars, on va partir de tel port et on va aller là. Ça, c'est vraiment le rôle du product manager qui, lui, porte la stratégie produit. Donc il est un peu moins dans le delivery, donc dans le fait de livrer le produit. Ça vous va? Tout le monde suit? Ouais. Juste par rapport à la slide précédente, après je suis peut-être pointilleux, mais je pourrais lire en fait dans la ligne du dessus, le product owner garantit la réalisation d'un projet. Et du coup, s'il garantit la réalisation, c'est pas tout à fait la même chose qu'il réalise le projet. Un product owner, à ton avis, il réalise un projet? Non, là il y a marqué il garantit la réalisation. Et tu penses que, ouais, et tu penses que c'est juste comme définition? On va voir pourquoi elle n'est pas bonne. Un projet, qu'est-ce que c'est? Un projet, c'est un plan qui comporte, j'ai pris Wikipédia, un projet, c'est un plan qui comporte une série d'activités ayant un résultat défini. C'est-à-dire qu'il y a un input, on a une date de début et une date de fin. Par exemple, on fait le projet, je ne sais pas, de lancement de je ne sais pas quoi pour Noël. Il y a une date de début, ça commence le 4 décembre et ça finira le 15 décembre. Et donc l'objectif, je ne sais pas, c'est de communiquer sur tel truc. C'est un projet. Donc ça veut dire qu'à la fin, le projet est fini. Un produit, c'est quelque chose, c'est le résultat d'une activité. Donc c'est déjà un output et pas un input. Et ensuite, il n'y a pas de date de début ou de fin. Je ne sais pas si vous avez... si vous regardez les produits que vous utilisez tous les jours, Uber ou d'autres, en fait, tous les jours, ils vont améliorer le produit. Mais le 15 décembre, il y aura toujours un Uber, il y aura toujours un Google Search, il y aura toujours un Facebook. Et donc l'idée, en fait, vous voyez bien que par rapport au temps, c'est en continu. On ajoute ce qu'on appelle des incréments, donc des nouvelles features, en continu. Donc garantir un projet, ce n'est pas le rôle d'un... Garantir la réalisation d'un projet, ce n'est pas le rôle d'un product owner. Un product owner, il est le responsable du backlog, de prioriser, de dire que cette fonctionnalité A, c'est exactement ce que Jeff attend, par exemple, sur Roger Voice. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, on inverse, en fait, le fameux triangle, vous en avez tous entendu parler, je pense, le fameux triangle coût, délai et périmètre. Donc, dans un projet, typiquement, ce qui va être fixe, ça va être le périmètre. Un projet qui doit aller du 4 décembre au 15 décembre, on a prévu de faire, je ne sais pas, 40 tâches et ça doit sortir. Sur un produit, en fait, le périmètre ici, il va être variable. Ça veut dire que notre objectif, par exemple sur Roger Voice, c'est de permettre d'avoir une transcription en temps réel qui soit peut-être plus juste. On ne va pas définir, on pourrait dire, bon, on a 40 tâches, mais en fait, ce qui va compter, c'est d'apporter de la valeur à chaque release, donc à chaque mise en prod, à l'utilisateur. Ça vous va? Vous comprenez la différence? Du coup, ça fait que, c'était toi qui avais 2 slides d'avance, on y vient. Du coup, ça fait qu'anciennement, on était dans les entreprises, on était très en silo.
Le marketing et surtout ne parle à personne. Les IT, il ne faut pas les gêner, ils sont en train de livrer, etc. On peut faire la communication, les RH, personne ne se parle et tout va bien. Aujourd'hui, en fait, c'est plus possible parce que du coup, dans ce fonctionnement-là, en fait, c'est fini les silos et bonjour les équipes cross-fonctionnelles où le client, en fait, on va le mettre au centre et on va fonctionner un peu comme en tribu ou en squad. Vous entendez souvent ce nom-là. Parce que l'objectif, ça va être de livrer de la valeur au client et pas de finir un projet. Ensuite, dans la vie d'un product manager, tout dépend du produit et où en est son produit dans le cycle de vie. Par exemple, si je vous demande, placez-moi le produit de Facebook sur la courbe, à votre avis? Déclin, boum. Ouais, et alors sachez que ça fait aussi partie de la vie d'un product manager de tuer des produits. Donc c'est très triste, ça fait mal au cœur, mais parfois il faut débrancher parce que ça ne résout plus le problème client. Ensuite, si je vous donne, vous avez vu quoi là, comme entreprise start-up dans la journée? Vous avez eu Doctrine? Vous le mettez où, Doctrine? Ouais, vous avez eu Spendesk? Ouais. Citizen, ils sont où? Intro, ouais, exactement. Et Meraki aussi, on est en intro, par exemple. Et donc, du coup, le rôle ne va pas du tout être le même, vous le comprenez très bien. C'est comme si le produit, c'était un être humain, et on l'a de bébé jusqu'à sa vieillesse. Donc, on ne va pas du tout gérer un produit, on ne va pas gérer un ado comme on gère une personne âgée ou un bébé. Du coup, dans les structures aussi, du coup, ça va souvent avec la structure de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous êtes en intro, c'est plutôt, ça va devenir une start-up. Quand vous êtes en gros, ça va être surtout les scale-up. Et quand vous êtes à partir de maturité déclin, c'est les grandes entreprises. Donc, on va passer à la méthodologie. Comment créer un produit que les utilisateurs, ils adorent? Alors, c'est très simple. Vous devez retenir 2 phases. Quand on construit un produit, il y a toujours 2 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le discovery. C'est je vais aller chercher, je vais explorer quels sont les problèmes de mes utilisateurs. Souvent, on parle de points de douleur. Qu'est-ce qui fait mal là, quand on a telle expérience produit ou quelle action je ne peux pas faire parce qu'il me manque quelque chose pour atteindre mon but. Et on a la deuxième phase qu'on appelle la phase de delivery. Donc là, c'est au moment où vraiment on va livrer le produit. Dans ces 2 phases, en fait, j'ai réparti 3 étapes qui sont toujours indispensables. Donc je vous fais vraiment la version niveau mère. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance pour rentrer sur ce sujet. Donc il y a 3 étapes. C'est 1, comprendre le problème. Donc par exemple, Roger Voice, c'est quoi le problème? Une personne sourde ne peut pas téléphoner. Alors, comprendre le problème, ça veut dire savoir est-ce que c'est un vrai problème? Parce que parfois, on dit oui, ça c'est gênant, mais est-ce que vraiment c'est un vrai problème? Donc, il va falloir aller creuser pour vérifier que c'est un vrai problème. Ensuite, on va identifier l'opportunité. Comment on va pouvoir résoudre cette opportunité? Et enfin, on va exécuter. Donc, lancer sur le marché un vrai produit ou un prototype. Donc, comprendre le problème, il ne va pas falloir tomber. Alors, je vous ai mis des takeaways, quelque chose de très actionnable et un exemple. Pour comprendre le problème, en fait, il ne faut pas tomber dans l'erreur classique de la solution, qui va être souvent, par exemple, si on avait demandé à Henry Ford, les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient? Le problème, c'était qu'ils voulaient aller plus rapidement d'un point A à un point B. Et donc, si vous demandez au client de l'époque, il vous aurait dit « mettez-moi plus de... » mettez-moi plus de chevaux, puisqu'il n'y a que ça que je connais. Sauf que le problème, c'est bien d'aller plus vite d'un point A à un point B. Et donc, si on met plusieurs solutions à côté, la voiture, a priori, ça va être plus rapide qu'un cheval. Pareil pour Steve Jobs, quand il demandait aux utilisateurs qu'est-ce que vous voulez, les utilisateurs étaient incapables en fait, de décrire on voudrait un iPad. Incapable. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient les produits. Et là, les gens, en fait, ils voyaient le « ah moment ».
Ah, c'est exactement ça, ce dont j'avais besoin, un truc hyper intuitif, ou même mon enfant peut l'utiliser, etc. Donc en fait, le takeaway, c'est que vos utilisateurs ne vous donneront jamais la solution. Et c'est formidable, parce qu'en général, c'est la catastrophe s'ils vous la donnent. Donc votre rôle à vous, ça va être vraiment de creuser, de comprendre, mais c'est quoi au fond leur problème. Leur problème, c'est d'aller plus vite d'un point A à un point B. Leur problème, c'est de pouvoir passer un coup de fil, de prendre un rendez-vous avec un médecin, tout seul, en toute autonomie, sans demander à quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on appelle souvent dans le produit, on dit souvent en fait « fall in love with the problem, not the solution ». Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu sur le cycle de vie du produit, un produit, ça peut mourir en fait. Et c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est le problème et comment vous allez adresser ce problème. Ensuite, il va falloir vérifier que c'est un vrai problème et que c'est actionnable. Donc, comment on sait que c'est un vrai problème à votre avis ? En faisant des interviews. En faisant des interviews, ouais, pourquoi pas, des tests. Mais comment vous savez que c'est un vrai problème ? Que pour une personne sourde, ne pas téléphoner, c'est un vrai problème. Parce que bon, finalement, il y a les enfants, ils vont appeler. La taille de marché, c'est ce qui te dit que c'est un vrai problème ? S'il y a beaucoup de personnes qui rencontrent ce problème. C'est ce qu'on appelle en fait les points de douleur. Donc par exemple, dans le monde, il y a 70 millions de sourds qui ne peuvent pas téléphoner. Ah ouais, là c'est un vrai problème. C'est pas que Jeff en fait. Ok ? Si je vous prends les product managers, l'éducation, est-ce que c'est un problème d'éduquer des product managers ? C'est une solution. Ouais. Et c'est quoi le problème ? Exactement. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de product managers assez qualifiés. Exactement. Donc, du coup, je vous ai mis l'exemple de Meraki. Nous, on s'attaque au problème du manque d'éducation des product managers. Et le constat, c'est qu'en France, en Europe, il y a un PM pour 34 développeurs, alors qu'aux États-Unis, il y en a un pour 8. Il y a des certifications qui existent. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est juste des validations Ma question d'acquis. préférée, merci. Des validations d'acquis pour La certification. Est-ce que tu sais comment ça se passe, la certification d'un product owner ? C'est un business. C'est-à-dire que tu dois cocher des cases. Donc si je mets ma grand-mère, en fait, elle peut l'avoir. Parce que c'est un système de... tu es obligé de répondre. Et puis au hasard, au pire... tu l'as pas, mais en fait, quelqu'un de start-up, mes élèves pourront te dire que ça soit toutes les start-up, maintenant, personne ne regarde en fait la certification. Les gens, en fait, ils vont préférer voir si tu as un portfolio, qu'est-ce que tu as fait concrètement, même si tu n'as pas d'expérience. Nous, c'est ce qu'on fait donc, dans les formations. On en parle souvent avec mes élèves. Si je dois prendre quelqu'un chez Meraki, et ça s'est vraiment passé. J'ai quelqu'un qui me dit j'ai ma certif, mais sinon j'ai pas fait de produit. J'ai quelqu'un qui me dit pendant 1 an j'ai testé un truc sur Instagram, ça a marché, puis Instagram a sorti la feature, du coup ça a tué ma boîte, je le prends. Parce qu'il a répondu à un moment donné à un problème utilisateur, il a réussi à créer son propre produit. Tu vois, c'est pas la même chose que d'aller dans un centre d'examen, remplir un QCM. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Le portfolio en a. Identifier et valider donc l'opportunité. Donc on a tous compris, ouais, c'est vrai, il y a un vrai problème là. On peut le chiffrer, on peut le mesurer. On a tous les feedbacks avec les points de douleur clients qui nous disent ça va pas du tout, je peux pas refaire ma carte d'identité, je peux pas voyager, etc. Du coup, en fait, alors il y en a un qui me l'a dit un peu en avance, c'était toi, je sais plus, de parler à ses utilisateurs. Voilà, les interviews, exactement. Donc, il y a 2 types d'interviews en général. Alors, j'ai précisé parler avec ses utilisateurs et pas sa mère, parce que ça arrive tout le temps, vraiment. Il y a même un mec qui a écrit The Mom Test pour expliquer en fait à quel point votre maman, elle vous aime et du coup, forcément, elle sera d'accord avec vous, mais ça ne va pas valider l'utilité de votre produit. Donc, il faut vraiment parler à vos utilisateurs qui rencontrent ce problème. N'hésitez pas à leur parler tous les jours. C'est toujours du feedback à prendre. Et après, vous, votre rôle, en fait, ça va être d'identifier, de créer ce qu'on appelle un persona.
Donc un persona, c'est vous allez créer quelqu'un un peu de fictif qui regroupe un peu ces caractéristiques de l'utilisateur qui rencontre ce problème spécifique. Et l'idée, c'est que soit vous interviewez, alors il y a 2 types d'interviews, il y a ce qu'on appelle l'étude qualitative et l'étude quantitative. Donc selon le sujet, parfois ça sera plus facile d'adresser par exemple un questionnaire à 100 personnes et d'avoir un feedback sur Typeform par exemple, ou par exemple parfois selon le produit, ça sera plus facile de faire un one-on-one et en fait de comprendre profondément c'est quoi le problème. Donc par exemple sur Meraki, nous, le persona, donc il n'existe pas, il s'appelle Maxime, il a 29 ans, il habite plutôt à Paris. Il voudrait vraiment apprendre le produit et créer un produit incroyable et être dans une start-up. Mais en fait, il ne sait pas par où commencer, ni quel chemin prendre. Et en plus, il ne se sent pas du tout légitime. Ça, c'est vraiment un truc qui est remonté dans tous les entretiens qu'on fait avec les utilisateurs. Ensuite, la troisième attaque, c'est qu'il faut exécuter. Donc exécuter, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer vos prototypes, tester et mesurer. Donc là, le takeaway, c'est qu'en fait, le produit, vous avez vu, il vient vraiment à la fin. Et en général, ce qu'on entend souvent dans les discours, c'est on a commencé en lançant un produit. En général, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut vraiment faire ce travail qu'on appelle upfront, c'est-à-dire aller vraiment explorer pour vraiment comprendre le vrai problème. Et vraiment, le produit, c'est ce qui va sortir tout à la fin. Et avant de lancer votre produit, il faut absolument que vous identifiez qu'est-ce qui va faire le succès de ce produit. Donc, je vous ai mis, par exemple, quelque chose de très actionnable. C'est vous pouvez soit créer un contenu, soit créer une landing page sans code. Il n'y a pas besoin de savoir coder, vraiment. Soit créer un site. Donc maintenant, il y a plein de sites. C'est un peu comme des Lego. Vous pouvez le faire sans développeur ou créer une appli si vous avez des devs avec vous. Et enfin, donc, par exemple, chez Meraki, nous, on a lancé un MVP. Donc c'est la fameuse formation. On l'a fait avec Lyon. On a créé la formation en 3 semaines. Ça n'existe pas sur le marché. On a créé un article Medium. On a d'abord vu est-ce qu'il y avait des gens qui seraient intéressés pour avoir une formation basée sur la pratique, pour devenir un peu plus légitime dans le produit, comprendre, avoir le savoir et le savoir-faire pour créer, gérer et lancer un produit. Et donc, on s'était dit, la fameuse métrique, si on y arrive, notre objectif, c'était d'avoir 15 inscrits à la première formation. On s'est retrouvé avec une centaine d'inscrits. Donc là, on s'est dit, il y a un truc. Et on a lancé la formation, on a testé, et en fait, on a fait comme un produit, on a itéré. À chaque fois, on a recueilli, chaque soir de formation, on a recueilli les feedbacks. Et les formations d'après, on a adapté, on a ajusté selon les feedbacks de nos utilisateurs qui étaient les participants. Donc, aujourd'hui, en fait, entre janvier et maintenant, on a déjà 60 élèves qui sont sortis de la Product Track. Et en fait, ils ont vraiment acquis un savoir et un savoir-faire pour être de bons PM. Et là, la preuve, vous pouvez aller parler avec Victor, si vous voulez. Il est en plein entretien chez Payfit. Donc voilà, c'est la preuve que ça répond aux problèmes d'expérience et de savoir-faire. Donc, je vous ai pris aussi un autre produit, Typeform. Je pense que vous voyez ce que c'est. Ouais, vous l'utilisez souvent. Donc voilà, par exemple, Typeform, ils nous partagent leur playbook. Est-ce que vous retrouvez des choses dont je vous ai parlé? Discovery, Delivery. Donc vous voyez bien, il y a 2 phases dans la construction de leur produit. C'est d'un côté, on va aller explorer. Et là, ils nous mettent en fait tous les outils qu'ils vont utiliser pour identifier les opportunités, comprendre le problème. Donc, ils utilisent des design sprints, de la recherche marché, ils créent une vision produit, etc. Je ne rentre pas trop dans la technique aujourd'hui. Et pour le delivery, ils vont faire ce qu'on appelle des story mapping, du story backlog, les 3 amigos, etc. Ils vont utiliser d'autres outils. Et donc, vous voyez en fait qu'au début, c'est le fameux, ça commence par un skate, parce que ça permet de se déplacer, et ils vont du MVP au produit plus complet. Ça vous parle? Vous connaissez déjà ce schéma? Ouais. Du coup, pour finir, je vais vous parler de la fameuse métrique. Alors souvent, on entend la data, oui, mais c'est pour les data analystes. Pas du tout, c'est faux. Le product manager, c'est la première chose qu'il va faire le matin.
c'est aller regarder ces données, comment les utilisateurs ont utilisé le produit. Et il y a une donnée que le product manager a toujours en tête, ça s'appelle la rétention. Vous savez ce que c'est? Non? Ouais, vas-y. Le fait que l'utilisateur il vient souvent et que tu le gardes. Ils reviennent, exactement. Ouais, c'est ça. Tu le retires. Dis-le plus fort parce que je pense que tout le monde t'a pas entendu. Ça va être la rétention comme dans les boîtes, les produits, c'est le fait de conserver sa valeur première, qui est soit l'humain, soit l'utilisateur, le client, etc. Et qui reviennent chaque C'est jour, qu'ils reviennent à chaque fois. Exactement. Voilà. Donc en fait, le rôle, quand vous allez créer, lancer un produit et le lancer sur le marché, vous, en tant que futur product manager, ce que vous allez faire, c'est tout le temps regarder cette métrique qui est la rétention. C'est comme si vous connaissez le fameux tonneau où il faut verser de l'eau. S'il y a des trous, c'est que votre produit n'est pas bon. Ça veut dire qu'il ne garde pas garde pas vos utilisateurs, il ne répond pas à leurs problèmes, certainement. Ensuite, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Par exemple, à votre avis, quelle métrique ils regardent chez Facebook? Le temps passé, pourquoi? Parce que c'est quoi comme business? C'est de la pub, exactement. À votre avis, chez Roger Voice, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent le temps passé? Ah non. Alors, un à la fois, parce que vous êtes juste 100. Comment? Le nombre d'appels, exactement. Et un peu la durée de l'appel. Donc, juste pour vous donner un exemple, quelqu'un d'entendant, en moyenne par jour, il passe 5 appels. Une personne sourde, elle passe en moyenne 1 à 2 appels dans un mois. Parce qu'il n'a pas du tout l'habitude en fait, de téléphoner. Donc, pour vous donner l'exemple de ma maman, quand elle téléphone, déjà, c'est une cérémonie. Elle dit à tout le monde « Attention, je vais appeler, regardez-moi !» Et ensuite, en fait, elle a découvert, par exemple, quand elle lisait, quand on est en appel, en fait, elle lisait. Et moi, je lui disais « Mais t'es encore là ?»« Oui, oui, je suis là. » Et donc, moi, je lui disais nous, quand on est au téléphone, en fait, pour montrer à la personne qu'on est toujours avec elle, on fait « Enfin bon, vous faites ça au téléphone ?» Et voilà. Et en fait, il y a toute une éducation à faire de comment appeler. Juste pour vous recentrer sur cette fameuse métrique. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup vu le growth hacking. Donc, le growth, il se situe où sur... Ouais, exactement. Le growth, ils vont vraiment être en haut, en fait, à mettre de l'eau, entre guillemets, dans le tonneau. Donc, ils vont être beaucoup sur l'acquisition et l'activation, alors que le rôle du product manager, ça va être vraiment de vérifier que le tonneau n'est pas percé. Voilà, et donc la question, c'est exactement ce que tu avais dit, do user come back? C'est ça la question. Wrap up rapidement. Donc, on a pu voir rapidement les fondamentaux du produit. On a vu qu'en fait, le métier de product manager, c'était passionnant et que c'est accessible maintenant. Et enfin, le savoir et le savoir-faire d'un produit, en fait, ça s'apprend et ça se pratique. Voilà. Donc, si vous voulez des ressources, avec mes élèves, on a créé la Meraki, la Bible du product management. Donc, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser avec des réponses, des bouquins, des podcasts. Et sinon, si vous voulez aller plus loin, donc il y a la formation, la Product Track qu'on fait chez Lyon. Sinon, il y a le site Meraki. Et voilà, juste pour la petite anecdote, Meraki, en fait, c'est d'origine grecque, parce que ma famille est d'origine grecque. Et en gros, ça veut dire travailler de toute sa créativité, de tout son amour. Voilà. Et quand vous êtes product manager, il faut être passionné parce que vous allez en bouffer tous les jours de votre produit. Vous allez être le premier à le tester. Et n'importe qui ne peut pas être sur un Roger Voice, par exemple, parce qu'il faut pouvoir suivre les hauts et les bas. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite, de trouver votre Meraki. Merci à tous. Il est 6 heures, je prends toutes les questions. Allez, levez la main par contre. Ouais, vous êtes. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, on parlait du portfolio du product manager, ça ressemble à quoi? Du quoi? Le portfolio du product manager, ça ressemble à quoi? Un portfolio d'un product manager, alors il y en a par exemple, ils créent des features sur Instagram. Donc parfois, en fait, ils créent sur un produit déjà existant. Ils vont rajouter en fait des fonctionnalités sur des API, par exemple.
Donc ça peut être un product manager qui utilise les API d'un autre produit et qui crée lui-même d'autres fonctionnalités. Ça peut être tout simplement, quand vous êtes chez Shopify, vous ouvrez votre boutique en ligne et, je ne sais pas, vous êtes passionné d'art, de bijoux, et vous ouvrez votre boutique. Et du coup, ça sera comme des écrans qu'on a fait. En fait, dans ton portfolio, tu peux créer tout ce que tu veux. Moi, j'ai des élèves qui ouvrent leur boutique Shopify. J'en ai d'autres qui ont juste fait une landing pour voir est-ce que ça pourrait résoudre le problème d'un utilisateur. Il y en a, ils commencent sur Facebook à créer un groupe, par exemple. Il y en a d'autres, ils se lancent, ils créent des applis. Un portfolio de produits, ça peut être très varié. En format, ça peut être. C'était plus le format. Oui, parce que moi, quand je dis portfolio, je pense au graphiste. Oui, après tu peux renvoyer. Après tu peux faire ton propre site ou ton blog et montrer les différents projets sur lesquels tu as travaillé en fait. Merci. D'autres questions? Ouais. En fait, à partir de quand une startup a besoin d'un PM? Très bonne. Ouais. En général, c'est quand le CEO il commence à plus avoir le temps de discuter avec ses utilisateurs parce qu'il doit aller chercher des fonds, chercher des ressources. Donc ça dépend après il y a des CEO qui sont product managers, hein, donc ça dépend aussi de ses compétences à lui. Mais en général, plus tôt vous avez un product, mieux c'est. Vraiment. Ouais. Je ne sais pas, vous l'entendez ou pas au fond? Quelles sont les qualités d'un product manager, à votre avis? Ouais. Généralement, on est souvent on a une connaissance métier justement, où on a plus connaissance par rapport à l'utilisateur. Est-ce qu'un product manager qui a été dans un produit très similaire? Dans une thématique, par exemple médicale? Ouais, il a été sur une marketplace. Il peut passer d'un autre plus facilement? Oui. Alors, je réponds à la première question. À votre avis, quelles sont les qualités d'un product manager? Communicant et empathique. Un communicant, empathique, je prends, oui. Et il a les connaissances de l'agile aussi, du coup. Il a les connaissances, bien sûr, parce qu'il y a des cérémonies. Ouais, exactement. Organiser, c'est mieux. Ouais, donc c'est le chef d'orchestre qui sait écouter la clarinette, le tambour, ouais. Attendez, alors ça c'est typique, je le place. Hein. Les filles, en fait, elles lèvent la main et elles se taisent. Le mec, il parle. Donc je vais dire honneur aux filles. Vas-y. Merci, savoir dire non. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vrai job, les vraies compétences qu'il faut avoir, c'est aussi la priorisation. Et donc, c'est hyper dur de prioriser. Vraiment, c'est très, très dur. Parce que vous allez avoir tous vos stakeholders. Moi, ça m'est arrivé chez Voyage SNCF. J'avais 60 stakeholders. Et donc, chacun arrive en disant, moi, c'est la priorité au marketing. Moi, la priorité de la communication, c'est B. Ah, mais le directeur qui vient de voir métier train, qui dit, non, nous, la priorité, c'est C. Et donc, il faut savoir prioriser. Et donc, pour savoir prioriser, en fait, il y a des techniques de gestion de stakeholders. Donc ça sera un autre cours, j'irai plus loin. Mais voilà, il y avait la deuxième question. Voilà, donc quand on est product manager avec une expérience, donc moi je suis le contre-exemple. J'ai commencé dans le e-commerce voyage. Ensuite, j'ai fait une application téléphonique avec de l'intelligence artificielle pour sourds. Et je suis passée en e-commerce d'ouvrir sa boutique en ligne. Et maintenant, je passe à l'éducation. Donc, c'est possible aussi de passer de verticales qui n'ont rien à voir. Après, évidemment, c'est plus simple si, par exemple, vous avez fait toute votre vie, toute votre expérience sur une marketplace. Je dis n'importe quoi. Par exemple, là, j'ai des élèves qui étaient dans une marketplace de bricolage, pour ne pas la citer. Et là, ils sont en train d'être recrutés dans une marketplace d'event. Donc, effectivement, en fait, dans votre tête, vous commencez déjà en fait, à
à avoir beaucoup de similarités et vous avez quasi juste à changer le produit. Après, ce n'est pas la même complexité métier, mais il y a quelque chose qui est déjà un peu formaté. Et vous allez plus rapidement, en fait, vous avez des schémas mentaux, donc vous allez plus rapidement comprendre la complexité de l'environnement. Ouais, moi j'ai une question, c'est du coup comment tu t'organises un petit peu avec les équipes de dev? Parce que souvent, enfin moi, les boîtes où j'ai été, etc., c'est souvent tous les devs sont leadés par le CTO. Ouais. Et du coup, est-ce que toi tu travailles directement avec les devs? Alors, est-ce que je travaille est-ce que je travaille directement avec les devs ou pas? Alors, ça dépend de l'organisation de votre entreprise. Je vous donne un exemple. Donc, chez Voyage SNCF, j'étais dans ce qu'on appelle des feature teams. Du coup, c'est comme si vous avez le GIGN. Chacun est expert dans son métier. Donc, j'avais mes leads développeurs, j'avais le data analyst, j'avais le data scientist, j'avais le designer. Enfin, vraiment, j'avais tout le monde pour monter le site de A à Z en toute autonomie. J'étais dans l'équipe, on était tous ensemble. Effectivement, autour de nous, en fait, on avait des managers différents. Mais je travaillais en direct avec les développeurs. Et en fait, comment on faisait la priorisation? On était dans un mode agile, donc on utilisait Scrum. Mais après, en fait, l'équipe est autonome et elle est capable de choisir sur quelle méthode elle veut bosser. Donc en général, il y en a deux, Scrum ou Kanban. Et ça, c'est à l'équipe de décider. C'est super important de garder cette autonomie. Parce que si vous leur retirez ça, c'est hyper, infantilisant, pour pas dire plus. Voilà. Ouais. Concrètement, le PM, il fait quoi? Il imagine, il design, il écrit ce qu'il veut, il sait faire? Ou il fait un moment... À votre avis, concrètement, le PM, il imagine, Enfin, il écrit l'histoire. Ouais. À votre avis? Ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Mais en fait, le PM, il est là pour être... Lui, c'est la voix de l'utilisateur. Donc, ça va être le premier tous les jours à dire « Oui, mais Jeff, il ne peut pas téléphoner parce que ça... » etc. en fait. Et le plan, on a décidé d'aller sur l'île machin de A à B et on va y aller comme ça parce que ça va vraiment résoudre le problème de notre utilisateur. Ensuite, il part toujours du problème, pas de la solution. Le problème, c'est ça. On va aller tester, je ne sais pas, avec des landings, on va faire des interviews avec des clients. On va comprendre en fait qu'est-ce qui est le mieux adapté pour résoudre ce problème. Et ensuite, on va commencer à créer des prototypes, faire tester ces prototypes. Si ça marche, on peut livrer. Si ça ne marche pas, il faut réitérer. Il teste quand même ses idées. Bien sûr. Les gens qui peuvent lui dire si c'est faisable ou pas. C'est les utilisateurs qui rencontrent ce problème. C'est pas ton collègue, c'est pas ta mère. Non, mais je veux dire, c'est peut-être les devs qui vont lui dire on veut bien, mais ça n'existe pas, ou j'en sais rien. Alors, les devs n'ont pas tout ce savoir. Les devs, ils ont un savoir technique. Eux, ils vont te dire comment on va le faire, quelle technologie il faut utiliser. Ça, c'est le rôle du développeur. Le product manager, il porte le why. Pourquoi on va le faire? Parce que c'est un véritable problème. Il y a 70 millions de sources sur le marché qui ne peuvent pas téléphoner. Le développeur va dire « Ah bah tiens, il y a une techno qu'on pourrait mettre, de l'intelligence artificielle qu'on pourrait mettre sur une stack téléphonique qui pourrait transcrire en temps réel les propos de la personne. » Et après, c'est tous ensemble que tu fais le produit. C'est pas... Le product manager, on a oublié dans les qualités, c'est l'ego. Le product manager, il prend son ego, il le met dehors. L'ego n'a pas trop sa place. Le rôle du product manager, ça va être de créer le meilleur produit pour l'utilisateur et que ça soit livré au bon moment. Donc, il va prendre, comme un chef d'orchestre, les meilleures compétences de chacun pour délivrer ce bon produit qui résout son problème. J'ai répondu à ta question? Pas tout à fait. Concrètement, j'ai du mal à voir ce qu'il fait. Concrètement, Meraki. Concrètement, je comprends qu'en France, en Europe, on a un vrai problème d'éducation, d'expérimentation
pour devenir product manager. Concrètement, je me dis, OK, déjà, il y a quelque chose sur l'awareness, sur l'éducation de qu'est-ce que le rôle d'un product manager. Je me suis dit, la première chose que je peux faire, c'est un article, pas très technique, un article. Ensuite, je peux créer un site où je vais pouvoir créer des formations, par exemple. Donc, j'ai imaginé une solution. J'avais avant eu plein de coups de fil avec des gens qui soit voulaient être coachés, soit voulaient apprendre à côté de quelqu'un de senior. Donc, j'avais quand même senti qu'il y avait un marché. J'ai vu avec Lyon, tiens, Lyon me dit, nous, on a plein de Lyons qui cherchent à en savoir plus sur le produit, qui aimeraient apprendre. OK ? Donc, on prototype un cours. On va lancer un cours. Donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle un design sprint. Donc, par exemple, dans ce cours, tu vas apprendre à trouver des problèmes, aller voir les utilisateurs pour vérifier est-ce que c'est vraiment un problème, apprendre l'agilité, apprendre à maqueter, donc avec un crayon papier, tu maquettes, tu commences à tester des solutions, tu retournes voir tes utilisateurs, est-ce que ça répondra à votre problème ? Oui, non, on va dire oui. Ensuite, tu vas voir ton designer, tu lui dis voilà, j'ai pensé à ça parce que le problème de Madame Michu, c'est ça. Donc, le designer va te dire ah, alors tu peux lui créer telle expérience, et que tu peux créer un site, tu peux faire tel parcours utilisateur. Ensuite, tu vas voir tes développeurs, tu leur dis voilà, le problème de Madame Michu, c'est ça. Voilà ce qu'elle remonte comme douleur client. On a pensé à plusieurs pistes et on s'est dit que c'était celle-là. Il fallait aller de A à B. C'est ça qui allait résoudre son problème. Le développeur va te dire tiens, ça tombe bien, il y a telle techno, on pourrait faire ça avec telle techno pour aller plus vite ou pour répondre en termes de qualité de produit. Il te dit OK, toi tu vas commencer à écrire les fonctionnalités. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle les user stories. Et ensuite, après, ça dépend de l'organisation. Si par exemple tu es en cérémonie agile, tu vas avoir des sprint planning où tu vas raconter à tes développeurs le why, pourquoi on fait ça, parce qu'il ne peut pas téléphoner. Il est sourd, il ne peut pas téléphoner. Okay ? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait une transcription, ça c'est ta user story. Quand l'utilisateur appelle, il faut qu'au moment de l'appel téléphonique, il y ait une transcription qui se fasse de manière très précise, parce que s'il manque un mot, la conversation elle est foutue. Et après, tu commences à lancer, à shipper un produit. C'est plus clair ? Oui, mais du coup, dans la troisième partie, exécution, ouais. Véritablement, il est là pour briefer les exécutants. Pas exact. Alors, ouais, en fait, tu interagis. Alors, mes équipes de développeurs, c'est des gens brillants, qui sont ingénieurs, qui ont un bac +5. Ils ne m'ont pas attendu pour créer des choses. Donc, tu es vraiment comment dire, tu es comme dans un chef d'orchestre, quoi. Tu n'es pas là pour lui dire c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça. C'est vraiment un vrai échange où lui va te dire voilà, avec la techno A, tu vas être limité par ça. La techno B, c'est mieux sur ça, mais par contre, tu vas peut-être pas avoir ça. Et après, tous les deux, vous allez décider, OK, alors pour résoudre là maintenant le problème de mon utilisateur, on va peut-être prendre la A. Donc c'est vraiment un échange. Et ça, c'est vraiment le monde d'avant, quand on n'était pas en équipe cross-fonctionnelle. Il y avait un ordre et il fallait exécuter. Ça, c'est vraiment les anciennes sociétés. Maintenant, les sociétés de software, les sociétés tech, c'est exactement le schéma que je t'ai montré. Il n'y a plus de silos. Et en fait, les idées, ça peut venir de partout. Du coup, c'est au product manager. Ce n'est pas le product manager qui a tout le temps la bonne idée. Son rôle à lui, c'est qu'il va être garant d'aller chercher partout. J'ai un très bon exemple, Olivier, chez Women 10. Eux, par exemple, ils récupèrent les idées de tout le monde. Que ça soit même Olivier qui est data scientist. Il y a les opérations, il y a les commerciaux. Enfin, ça vient de tout le monde. Tout le monde remonte les idées, les feedbacks, la douleur client. C'est le product manager qui va prioriser. Ça, c'est la plus haute douleur. Et on le voit parce que ça a tel impact pour la personne. Et sur le marché, on pourrait adresser, je sais pas, 2 millions de personnes. Ça répond à ta question ? Ouais. Du coup, tes interviews et tes tests, tu les fais sans le designer ? Ça dépend des sociétés. Alors, exemple, chez Voyage SNCF, c'était une très grosse structure. Donc, dans mon équipe, dans ma feature team, on était 15 personnes.
Donc effectivement, j'avais la chance d'avoir un département design qui menait les entretiens aussi avec moi. Quand j'étais chez Roger Voice, j'étais toute seule, pas de département, voilà. Donc c'était moi et moi toute seule. Donc ça dépend vraiment. Chez Shopify, c'était pareil, c'est ce qu'on appelle le PM scrappy. Tu te débrouilles, quoi. Tu fais vite et tu essayes d'extraire les données. Il y a une autre question, ouais. Oui, du coup, par rapport à... Là, on parlait du design, moi, je parlais de l'UX. Vas-y, parle-moi de l'UX. Ouais. Comment on le positionne et notamment, est-ce que si je fais une startup, je vais peut-être recruter un UX avant ou il va peut-être avoir un rôle hybride forcément de PM et comment tu le situes ce travail Alors, exemple, chez Voyage SNCF, on est une feature team de 15 personnes, on a les moyens. J'avais la chance d'avoir un UX et un UI. Donc l'UX, c'est vraiment la personne qui va vous donner l'ergonomie, comment hiérarchiser les informations sur un site, par exemple, ou sur une appli mobile, parce que vous n'allez pas présenter les informations de la même manière quand c'est sur un petit mobile que quand c'est sur un site. L'UI, il est plus là pour le style, pour donner une ambiance, les couleurs, un ton, faire représenter la marque. Donc, ce n'est pas tout à fait le même rôle. Et par rapport au PM, en général, il faut les prendre le plus en amont possible pour qu'eux, en fait, ils puissent comprendre avec vous quel est le problème, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les verbatims. Les verbatims, c'est qu'est-ce que dit le client, quels sont les mots qui qualifient, tu vois. C'est important qu'eux, ils aient ça en tête et pour qu'ils puissent designer ce dont tu as vraiment besoin. C'est comme quand tu vas voir un architecte, tu ne vas pas lui dessiner ta maison avec « j'ai besoin de 2 chambres parce que j'ai des enfants ». Tu vas lui dire « alors mon problème là, c'est que j'ai besoin de déménager, on va avoir 2 enfants, ou on a 2 enfants, et donc il va me falloir des chambres, etc. etc. » L'architecte, il va prendre en compte tes besoins et il va dessiner ta maison selon tes besoins. En start-up, moi je me suis retrouvée sans designer. Donc, c'est ce qu'on appelle les PM ninja. Il faut être capable de faire quand tu n'as pas de designer. Donc, en général, tu peux commencer. Tu as des outils comme Balsamiq, Sketch, qui sont assez abordables pour n'importe qui. Après, tu as un nouveau rôle qui apparaît de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le product designer. Et c'est cette personne qui a un peu ces 2 compétences, UX et UI. Donc, ça va dépendre de ton entreprise. Ça va dépendre de la maturité de ton produit. Je pense, sur des produits beaucoup plus matures, il y a peut-être, ça dépend des moyens aussi de ta boîte en fait. Et c'est vrai que ça vient un peu naturellement de se dire en start-up, on va prendre un product designer. Ouais. C'est une question de moyens. Ouais, c'est une question de moyens. C'est vrai. C'est les ressources. Ouais. Je pense que c'est ça qui bloque pas mal, notamment en France. Oui, c'est possible, ouais. Ouais. En parlant avec des entrepreneurs, pareil, ils faisaient leur verbatim et ils regardaient un peu le parcours client pour comprendre c'était quoi les pain points. Mais ils disaient aussi qu'il y avait pas mal de, justement de pain points qui n'étaient pas soulevés par le consommateur. Et comment toi tu fais pour justement soulever les pain points qui ne sont pas explicitement fatigué, j'ai plus les mots. Exprimé par l'utilisateur. Merci pour ça. Alors, j'ai un super exemple, Roger Voice. J'ai des sourds qui venaient me voir. Oh, c'est incroyable ton application, gna 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 gna. Je leur disais, OK, donne-moi ton téléphone. Il n'y a pas Roger Voice. Tu ne l'as pas téléchargé. Je n'arrive pas à télécharger, je ne sais pas comment télécharger. Donc, pourquoi ? Parce que c'est des personnes plutôt âgées. Télécharger, c'est compliqué, en fait, quand on n'est pas dans le digital. Et donc, en fait, comment tu te rends compte de ça ? En fait, il faut y aller par plusieurs entrées. Ça va être ton rôle, en fait, de faire des entretiens quali, des entretiens quanti, de faire du one-on-one, et en fait, d'entendre et de voir surtout, de regarder comment la personne, elle fait. Parce que bien sûr, si tu l'écoutes, tu n'auras pas toujours... Souvent aussi, on vous dit d'enregistrer quand vous avez un entretien, voire de filmer si la personne, elle accepte. Et c'est comme ça que tu t'en rends compte.
Ça prend beaucoup de temps. Mais ça fait partie de l'exploration. Vous avez aussi maintenant des super outils, Hotjar & Co, où en fait vous voyez par exemple sur les sites e-commerce que les personnes parfois elles reviennent 10 fois parce qu'il y a un truc qui n'était pas clair pour eux. Et pourtant quand tu leur montres le site, elles disent ah bah oui, c'est très très bien. Ouais. Tu utilises des échelles pour valider justement ces focus group pour améliorer justement. Alors, ouais, merci. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est tu extrais en fait un feedback. Comment tu extrais de ce feedback quelque chose d'actionnable? C'est ça la vraie question. Et comment tu le priorises? Donc, en fait, tu as des frameworks. Donc, framework, c'est un cadre de travail que tu essayes d'appliquer, entre guillemets, tu essayes de suivre des règles. Donc il y en a plein sur le marché en ce moment. C'est justement comment mettre de la valeur à ces retours. Et en général, tu regardes 3 choses. Tu regardes à quelle fréquence ça va être dit. Est-ce que ça concerne un utilisateur ou est-ce que ça concerne 40 000 utilisateurs? Si tu es en B2B et que c'est qu'un utilisateur, mais c'est celui qui te fait rentrer 60% du chiffre d'affaires, c'est un vrai problème. Tu vois, Ensuite, tu vas regarder la complexité. Est-ce que pour répondre à son problème, je dis n'importe quoi, je dois lancer la fonctionnalité A. Si elle est trop complexe à faire versus autre chose, il va falloir la prendre en compte. Tu vois la complexité. Et ensuite, tu vois l'impact. Quel impact tu vas avoir en fait en faisant ça? Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, parfois tu dois juste, parfois en fait tu as de la dette technique, c'est invisible pour l'utilisateur, mais en fait pour ton développeur dans 3 mois il ne peut plus rien coder de nouveau s'il ne corrige pas cette dette technique. C'est un peu comme, tu sais, quand tu es chez toi, tu as les tuyaux en dessous de ton évier, tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais le jour où c'est bloqué, c'est la merde. Tu vois? Et donc là, c'est à ton développeur de te dire il faut absolument que je gère la dette technique parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus lancer de nouvelles fonctionnalités. Et donc cette fonctionnalité, par exemple, de traiter la dette, elle va remonter par rapport à des nouvelles features. Parce que, tu vois, en fait, et il faut constamment prioriser les choses. Il y avait une autre question, oui. Oui, en fait, ça rejoignait ça parce qu'il faut qu'il soit très business orienté. Finalement, il ne peut pas engager des coûts de développement sans se dire en fait qu'est-ce que ça va me rapporter. Bien sûr, c'est l'impact. C'est le fameux output. Vous vous souvenez, projet versus product. L'impact. Quel va être ton impact? Je vais permettre potentiellement à 70 millions de sourds de pouvoir passer un coup de fil à leur famille, de réserver un docteur, de prendre un rendez-vous chez un docteur. Voilà. Il faut qu'il puisse un peu justifier Bien sûr. un business plan, mais au moins du... Ah ben, bien sûr, de l'impact marché et combien ça va te rapporter sur le marché. Est-ce que si tu lances la feature A, ça te rapporte $10 ou est-ce que ça t'en rapporte 1 million? C'est pas la même. Et ça, c'est vraiment le rôle du product manager. Ça arrive de tuer le produit, c'est trop dur. Allez, je vous raconte une histoire. Mon premier projet que j'adorais, c'était génial. C'était en 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un peu une crise économique. C'était le reste des subprimes &co. Et du coup, les Français, pour voyager, ils regardaient vraiment leur portefeuille. Et donc, on s'est dit, habituellement, quand tu voyages, tu vas rentrer ce qu'on appelle l'OD, l'origine-destination. Donc, je pars de Paris et je veux aller en vacances à Marseille. Et là, on s'est dit, putain, il y a un vrai truc en ce moment sur le marché, c'est le budget. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient avant tout savoir, j'ai 100 € pour ce week-end, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à créer un nouveau produit qui va résoudre ce problème de contraintes budgétaires. Du coup, on a lancé ce qu'on a appelé la carte des bons plans. Donc, c'était la France. Et tu voyais, tu mettais « je souhaite partir de Paris », mais tu ne mettais pas ta destination. Tu disais « mon budget, c'est 100 €, donne-moi, inspire-moi ». Et donc, sur la carte, tu voyais en train, avec 100 € où tu pouvais partir, Paris, Marseille, machin. Et au bout d'1 an, en fait, on était dans un contexte où, en fait, organisationnellement, en fait, on attendait du ROI.
Donc ça, c'est toujours un peu le débat, innovation, héroïsme, c'est un peu compliqué. Du coup, la fameuse rétention n'était pas assez bonne. Et donc, au bout d'1 an, ils nous ont dit, va falloir tuer le produit. Et on a tué le produit et c'était dur, quoi. Et après, il y a Airbnb qui a sorti le même design et tout le monde a dit « Ah, c'est génial !» Tu vois, en fait, tu as des choses, parfois, tu es trop en avance. Parfois, le marché n'est pas prêt. Effectivement, donc ça revient à la définition. Il faut sortir le bon produit au bon moment avec la bonne personne. Donc là, en fait, on était trop tôt. Il y avait d'autres questions, au fond? Non? J'ai répondu à tout. Je vous remercie à tous. Bon samedi.